Eh bien, bonsoir à tous, à toutes et à toutes. Aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur pour cette émission consacrée donc aux femmes, à vous les femmes. Donc, je ne sais pas si je vais m'essayer à chanter la célèbre chanson. Vous les femmes, la 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 la. Non, je ne suis pas très bon chanteur. Donc, vous les femmes, donc pour une nouvelle émergence, justement. Et donc, c'est le thème et le sujet de ce soir. C'est un sujet plus sérieux c'est très sérieux. Et même si on peut démarrer un peu de façon humoristique, une fois n'est pas coutume, ça nous change aussi un peu de la barbarie et de toutes ces choses. Alors, donc vous les femmes, c'est le thème de ce soir, dans toute votre diversité, mais votre point commun qui est votre sexe, et votre position aussi, et les particularités qui y sont liées, et votre position dans les sociétés. Alors, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je vous rappelle donc le manifeste Émergence, donc le manifeste qui est un manifeste fondateur, donc qui se présente, je rappelle, sous forme d'un petit livret comme ça, d'une trentaine de pages, et qui explique toute la démarche, une perspective, la 6e République, et pourquoi c'est vraiment l'initiative qu'appelle notre temps, et que nous devons faire, et qui a à la fois une vision sur le long terme, et ouvre un espoir sur le long terme, et donne des réponses sur le court terme, dès maintenant, pour échapper à la barbarie, et justement ouvrir un avenir bonifié. C'est sortir de ce discours pessimiste que l'on rencontre, ou passéiste, que l'on rencontre chez bien des gens, et l'idée c'est d'aller de l'avant et de donner une nouvelle perspective. Eh bien, ce livre, oui c'est un petit livre, il est volontairement très petit, est accessible pour tous. Eh bien, je vous invite à le commander. Donc vous pouvez envoyer un mail par exemple à contact@1p6r.org. Vous pouvez aussi envoyer un courrier avec un règlement, sachant que c'est 3 € par numéro, plus l'affranchissement pour le retour, à l'adresse qui s'affiche, P6R, Monsieur Luc Laforêt, boîte postale 30 41 400 Montrichard. Voilà, donc je vous engage vraiment à le lire. Il est également disponible en version électronique, mais la version électronique, vous n'aurez pas l'encart qui permet d'accéder au logiciel Crypt, qui est en cours de finalisation, et qui vous donne accès à un logiciel de cryptage totalement sécurisé.
J'ai déjà évoqué ce sujet précédemment. Donc, je vous engage vraiment à le lire, commencer par la version électronique et à le diffuser autour de vous. L'idée, c'est de le diffuser autour de vous, à vos amis, à votre entourage, mais également dans les boîtes à livres autour de vous, pour vraiment créer un mouvement, pas simplement dans l'Internet, dans le monde virtuel, mais également dans le monde réel, dans le monde physique. Donc ça, c'est vraiment très important, et je vous engage vraiment si vous ne l'avez pas lu, à le lire, parce que vous allez voir, c'est très facile, très abordable. C'est fait vraiment, c'est un outil de combat pour justement faire émerger un rebond civilisationnel, parce que c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui. Nous en sommes dans cette situation, et nous allons en parler justement ce soir, justement sur le sujet de ce soir qui est vous les femmes, et pourquoi d'ailleurs, pourquoi ce sujet vous les femmes? On peut se dire, bon, pourquoi vous les femmes? Pourquoi il y a les hommes, il y a les enfants, voilà. Pourquoi vous les femmes? Eh bien parce que vous êtes en première ligne. Vous êtes en première ligne parce que vous êtes les premières victimes de la barbarie et des barbaries qui viennent. Et ça, c'est déjà un intérêt majeur, je dirais, pour les femmes, de s'investir dans cette émergence, dans cette nouvel espoir, dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle perspective, parce que la barbarie et les barbaries qui viennent, et qui sont déjà là, mais qui ne font que s'amplifier, qui bourgeonnent, comme j'ai l'occasion de le dire dans la chronique des barbaries du vendredi, elles touchent en premier lieu, en première ligne, sont les femmes. Et nous allons voir pourquoi. Dans le détail, on va y revenir. Pourquoi? Et c'est la deuxième raison, puisque à la base de toute civilisation, il y a des femmes. On ne peut pas faire un rebond civilisationnel sans que les femmes s'engagent, et elles ont une place tout à fait majeure dans une civilisation. Par leur position dans la reproduction, dans la fabrication des enfants, on va dire, donc dans la reproduction dans ce sens-là. Elles ont évidemment une position tout à fait particulière, puisque c'est elles qui enfantent, mais également dans le nourrissage des enfants et du foyer familial, mais également dans l'éducation justement des nouvelles générations, et au-delà encore, dans le suivi de leur progéniture tout au long de leur vie, et y compris l'éducation des petits-enfants. C'est une des raisons qui explique, c'est comme ça que l'expliquent les scientifiques, c'est une des raisons qui explique la longévité des êtres humains et des femmes en particulier. C'est justement, il y a ça a été favorisé par la sélection, parce que justement, les grands-mères pouvaient s'occuper de leurs petits-enfants, et donc ce qui favorisait la reproduction, et donc la sélection de ce caractère. Donc les femmes sont forcément à la base de toute civilisation, puisqu'une civilisation, par définition, c'est quelque chose qui se reproduit, et donc la reproduction est un élément très important de toute civilisation. Une civilisation où les gens ne se reproduisent plus, c'est une civilisation qui est en train de mourir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour la civilisation occidentale, en particulier judéo-chrétienne, comme on l'appelle, mais bon, nous allons y revenir évidemment. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis il y a une troisième raison, c'est l'apport philosophique. C'est-à-dire que, et c'est assez nouveau, et nous allons le voir pourquoi, c'est assez nouveau, c'est que Simone Veil, donc, qui est une femme, bien évidemment, et au-delà, donc elle a apporté, et elle apporte une philosophie très importante, mais au-delà également dans d'autres domaines qui sont civilisationnellement très importants, comme la sentimentalité, le rapport à la nature ou la spiritualité. Donc tous ces apports-là sont spécifiques, et c'est, je pense, pour ça que dans cette histoire, et dans ce rebond, la place des femmes va être particulièrement importante par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. C'est vraiment spécifique à ce rebond civilisationnel que j'appelle de mes voeux. Alors, après le pourquoi,
déjà, vous les femmes, vous êtes vraiment concernées par la barbarie, donc il faut échapper à la barbarie. C'est le premier thème, c'est le premier sujet, parce que la barbarie bourgeonne, elle se développe, hein, elle est là depuis quelques années déjà, hein, mais c'était encore que des embryons, mais plus ça va, plus elle croît, et elle se diffuse, hein, donc elle croît en gravité, mais elle se diffuse également dans la société. Et les femmes en sont parmi les premières victimes. C'est par exemple le cas des violences physiques et morales. Hein. Bon, bah voilà, c'est le visage de Mia, hein, et donc je le reproduis parce que c'est sa volonté, hein, qui a été tabassée par 3 hommes à Nîmes. Et il ne faut pas avoir honte, il faut parler. Voilà. Voilà une femme courageuse, une jeune fille courageuse qui dit, voilà, la barbarie a un visage, ben c'est le mien, et c'est ça qu'il faut éviter, et qu'il faut, ce contre, il faut se battre. Donc voilà, effectivement, eh bien, hommage à Mia et à son courage, à sa démarche, c'est ça qui doit, un des premiers éléments qui doit motiver les femmes à s'engager vraiment dans cette orientation. Mais il n'y a pas que les violences physiques, il y a aussi les violences morales, qui sont plus difficiles à discerner évidemment, mais qui sont bien présentes malgré tout. Et puis, il y a tout aussi un autre mouvement, hein, dans la barbarie, c'est l'objectification de la femme, c'est-à-dire que la femme est de plus en plus montrée et considérée comme un objet. Ce sont simplement des faits, hein, que ça c'est pas du blabla de médias, hein, mais l'exposition au porno des très jeunes, par exemple, ça c'est une objectification à la fois des femmes qui sont dans ces films, mais également des jeunes gens, filles et garçons, qui sont dans les visualisateurs de ces films. Donc ça, c'est assez important, puisqu'ils sont de plus en plus jeunes, et très jeunes, exposés à ça, et pas avoir forcément la formation intellectuelle qui permet justement de le digérer et de le relativiser, ou de le comprendre, même tout simplement. Il y a aussi le phénomène que j'appelle des minimis, hein, bon, il y a le fameux film... je ne me rappelle plus le nom du film, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, qui est une objectification des petites filles, mais qui ont 4-5 ans, vous voyez, vraiment extrêmement jeunes, qui sont déjà hyper sexualisées. Et c'est ce troisième thème, l'hypersexualisation des enfants, c'est-à-dire on arrive à avoir des femmes, des enfants, enfin il faut appeler un chat, ce sont des enfants qui à 10 ans sont maquillés à mort, enfin sont déjà complètement sexualisés alors qu'elles ne sont même pas pubères. Donc on est dans un délire, hein, faut bien appeler les choses, c'est une barbarie, c'est clair que ça atteint l'âme de ces personnes, et ça attaque aussi l'âme des gens qui reçoivent ces accoutrements. Fatalement. Alors, autre barbarie, évidemment, les difficultés économiques. Parce que les salaires des femmes sont plus bas, en moyenne, c'est évident, hein, c'est montré, il n'y a aucun doute. Alors, quelles qu'en soient les raisons, hein, c'est un fait économique. Les difficultés économiques pour les femmes sont forcément plus faibles, plus grandes, puisque le salaire est plus bas. Les retraites sont également plus basses, par voie de conséquence. Hein. Donc les femmes vivent plus âgées, donc elles vont vivre plus longtemps avec des revenus inférieurs. Il y a aussi les temps partiels, donc tous les temps partiels, je dirais, non choisis. Hein. Et puis la pauvreté, parce que la pauvreté, elle existe, et elle touche. Alors, elle est sans doute plus cachée, plus dissimulée, mais elle touche au moins autant les femmes que les hommes. S'ajoute à ça des difficultés sociales, donc, je vous renvoie aux chroniques des barbaries, notamment de la semaine dernière, où on va rentrer dans une crise économique qui va s'approfondir de façon considérable, là, à partir du 4e trimestre 2020. Donc les difficultés sociales vont s'ajouter à cela. Et dans ces difficultés sociales, il y a les foyers monoparentaux, hein, qui sont souvent justement des foyers avec une femme qui s'occupe des enfants, donc c'est avec un salaire pas forcément
forcément très élevé, et en plus donc avec s'occuper d'un foyer, hein, seul. Il y a aussi dans les difficultés sociales, c'est l'islamisation de la société, et donc en tant que telle, la place qui est réservée aux femmes dans l'islam, c'est-à-dire qu'une place marginale, inférieure par rapport à l'homme, c'est clairement écrit comme ça dans le Coran, hein, c'est pas moi qui affabule, hein. Vous pouvez lire, je vous invite, les musulmans qui seraient pas d'accord, ou qui diraient non, c'est une attaque, lisez le Coran. La seule chose que je peux vous dire, lisez le Coran, tout simplement, et vous verrez quelle est la place réservée aux femmes. C'est tout. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc, et ça crée forcément des difficultés, puisqu'il y a une pression sociale, justement, pour marginaliser les femmes, les enlever du travail, etc. etc. Et donc, ça ajoute, hein, c'est une barbarie, puisqu'on empêche les gens de vivre librement. Et donc, c'est aussi une pression, une difficulté sociale supplémentaire qui vient s'ajouter aux autres. Et il y a des difficultés également morales. Alors, les difficultés morales, c'est la solitude, dans un monde de plus en plus individualisé, où on a poussé les gens aussi à être individualisés. Eh bien, on se retrouve avec des phénomènes de solitude qu'on peut noyer parfois dans l'alcool ou dans ce genre de drogue, qui touche énormément de femmes, hein. Et plus elles sont âgées, plus évidemment c'est quelque chose qui pèse, parce qu'on leur a mis dans la tête quand ils étaient jeunes que c'était peut-être pas très grave, etc. Mais quand on prend de l'âge, on se rend compte de la réalité de la vie, et plus. Et là, la solitude, d'un seul coup, on la subit réellement. Autre difficulté morale, c'est la pression communautaire. Donc quand vous êtes dans une communauté, et donc dans la communauté, pour les gens qui sont notamment dans l'islam, il y a la pression de la communauté sur les femmes pour qu'elles restent à la maison, pour qu'elles se voilent, etc. etc. Ça fait aussi partie, c'est différent de la première partie, c'est juste un cran au-dessus, je dirais, c'est ceux qui sont à l'intérieur de la communauté, et la pression de la communautaire, des communautés, par rapport même aux femmes qui ne font pas partie de cette communauté, mais qui habitent dans des quartiers très islamisés, par exemple. Donc ça fait partie des pressions et des difficultés qui s'appliquent spécifiquement aux femmes. Pour aller au-delà de tout cela, hein, évidemment, pour échapper aux barbaries, je vous renvoie à toutes ces chroniques des barbaries que vous pouvez retrouver sur le site, sur la chaîne YouTube. Bon, sur Facebook, c'est un peu plus difficile parce que c'est un peu fouillis, Facebook. Donc, chronique des barbaries du 2 octobre, du 7 août, du 18 septembre et du 24 juillet. Bon, vous allez voir, ça dépend des thèmes, mais c'est souvent justement dans l'hommage à des victimes des barbaries, on rencontre bien souvent des femmes, bien plus souvent des femmes que des hommes, à vrai dire. Donc c'en est aussi une mesure. Donc, je vous renvoie à ces émissions pour aller plus loin et plus en détail. Et pour bien montrer que les premières victimes des barbaries, ce sont bien les femmes. Donc, ça s'adresse à vous, et c'est bien à vous, les femmes, que je m'adresse ce soir. Mais il y a aussi d'autres aspects de la barbarie, c'est les dérives, ce que j'appelle les dérives néofascistes, et qui là on pourrait dire que là c'était des choses qui viennent de l'extérieur, mais il y a des choses qui viennent de l'intérieur, avec les dérives néofascistes, et notamment avec ce que j'appelle moi l'extrême centre, hein. Pour moi il y a trois types de fascisme, il y a le fascisme d'extrême droite, le fascisme d'extrême gauche, et le fascisme d'extrême centre. Là, on va parler par exemple du fascisme d'extrême centre, c'est-à-dire, pourquoi je les place au centre, c'est-à-dire qu'ils se placent sur l'échiquier gauche-droite, mais ils sont au centre. Les écologistes, les mouvements écologistes, c'est typiquement un exemple ils ne se situent pas sur l'échiquier gauche-droite, sur l'échelle gauche-droite qui est l'échelle quelque part des revenus, hein. C'est de la position, je dirais, des revenus dans la société. Est-ce qu'on est propriétaire du capital ou on a juste sa force de travail à vendre? Ça, c'est un peu l'échiquier gauche-droite. Là, eux, ils sont perpendiculaires par rapport à ça. Et donc, ils se trouvent au centre de ce point de vue-là. Mais ça n'empêche pas d'être extrémistes, c'est-à-dire d'être très radicaux, très vindicatifs, très opposés aux libertés. Et donc, ces dérives néofascistes, il y a un exemple, c'est celui d'Alice Coffin,
Donc voilà par exemple une dérive néofasciste qui est également pour moi une barbarie, parce que ces attaques aux libertés sont évidemment, ou à sa nature profonde, c'est évidemment une barbarie. Donc je vais citer, hein, je vais juste la citer, vous ferez une idée vous-même. Hein. Ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violé, ne pas être tué, ne pas être tabassé. Je ne lis plus de livres des hommes. Je ne regarde plus leurs films. Je n'écoute plus leur musique. Donc là, qu'est-ce que ça révèle tout ça? On est sur une discrimination sur le subi, pas sur le choisi. Je m'explique. Sur le subi, c'est-à-dire vous subissez votre sexe, votre couleur de peau, votre culture. Ça, vous le subissez. Vous n'y pour rien si vous êtes né un homme ou une femme, si vous êtes blanc ou noir, etc., etc. Ce que vous subissez, pour moi, discriminer sur ce qui est subi par une personne, c'est inacceptable. C'est proprement, c'est ça du fascisme, justement. Parce que c'est une profonde barbarie, parce qu'on nie ce que vous êtes, et ce que vous ne pouvez pas être vite d'être, parce que vous êtes ce que vous êtes né comme ça. Hein, vous êtes né handicapé, eh bien c'est la même chose, si vous voulez. Vous subissez ce handicap quand vous l'avez eu à la naissance. Voilà. Qu'on puisse discuter sur ce qui a été choisi par les gens, ça c'est une chose. Ça, après, c'est justement ce qui a été choisi dans la société. Mais sur le subi, c'est un signe du néofascisme. Et c'est ça, le néofascisme. Distinction sur discrimination sur ce que vous ne choisissez pas. Et là, typiquement, je ne lis plus de livres des hommes. Donc c'est simplement parce qu'ils sont des hommes, ben, je ne lis plus les livres. C'est-à-dire, c'est vraiment sur la propriété propre du même. Et ça, c'est ce que j'appelle du néofascisme. C'est du néofascisme, au sens où l'entend évidemment Michel Clouscar. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des néofascismes d'extrême droite, d'extrême gauche et d'extrême centre. Et là, on est vraiment dans le néofascisme d'extrême centre. Et c'est une barbarie, évidemment. Alors, passons au deuxième volet. Vous, les femmes, vous êtes à la base de toute civilisation. Moi, je pense, hein, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais que nous sommes à un tournant historique. Je ferai une émission, il faut absolument, ça fait plusieurs fois que je dis que je vais la faire, mais je n'ai pas encore eu le temps de la faire, sur le fait que nous sommes à un tournant historique et que la situation nécessite une refondation civilisationnelle. Donc, ça, c'est ma conviction profonde, puisque c'est tout le sens même de ça. Et en fait, bon, il n'y a pas que moi qui le dit, hein, puisque on voit bien que la civilisation judéo-chrétienne est agonisante. Mais bon, là, voilà, il y a Michel Onfray qui l'a notamment pointé et démontré, je dirais, de façon assez éclatante dans son ouvrage Décadence. Il n'y a pas que lui, il y a Robert Catlan, The Coming Anarchy, donc l'anarchie qui vient, ou Samuel Huntington dans le choc des civilisations. Bon, il montre bien que la civilisation judéo-chrétienne est en bout de course. Bon, on le constate, hein, enfin bon, si on est un peu réaliste, on voit bien que ce qui se passe, c'est vraiment ça la réalité. Mais ce n'est pas simplement la civilisation judéo-chrétienne qui est malade et qui a l'agonie, puisque comme elle s'est diffusée et qu'elle a essaimé, surtout dans le domaine économique et dans le domaine néolibéral, hein, pour parler clairement, sur le monde entier, avec la mondialisation, cela a des conséquences mondiales. Donc c'est pas simplement la civilisation judéo-chrétienne qui est malade, mais c'est aussi, ça va avoir des conséquences mondiales, cette agonie, cette décadence, cette fin. Hein, alors, il y en a qui vont vous dire, bah, il faut essayer de revenir en arrière, de faire revivre cette civilisation judéo-chrétienne. Moi, je n'y pense pas. Ça, c'est ce qu'on appelle justement des réactionnaires qui disent, bah, on va aller dans le passé, on va retrouver dans le passé. Mais ça n'existe pas. Le passé, il est le passé, il ne reviendra jamais. Il faut aller voir de l'avant. Et donc, pour aller de l'avant, bah, il faut une refondation civilisationnelle et partir sur de nouvelles bases. Et c'est justement ce que je propose. Bon, évidemment, ça peut paraître extrêmement ambitieux, mais il n'y a pas d'autre voie. Parce que l'autre voie, c'est soit on va vers la refondation, ou alors on va vers la barbarie.
Il n'y a pas d'autre. Et une barbarie, vraiment, pas simplement à l'échelle de la France, mais à l'échelle mondiale. Je vous renvoie, pareil, je ne suis pas le seul à faire ce constat, puisque regardez le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, dit exactement la même chose. C'est un diplomate, quand même secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire c'est le chef de l'ONU, quoi. Il dit la même chose. Il dit, là, on a les 5 cavaliers de l'Apocalypse qui sont là, et voilà. Donc, la seule façon d'en sortir, c'est une refondation. Une refondation dans tous les domaines, une refondation vraiment civilisationnelle. Toute autre démarche, malheureusement, n'est pas à la hauteur. Je suis désolé de le dire, mais elle n'est pas à la hauteur. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est faisable. C'est faisable parce qu'au fond, certes, c'est très ambitieux, mais en même temps, l'histoire des hommes, elle est faite par les hommes. Donc, plus la barbarie va s'amplifier, va s'approfondir, plus la nécessité, moi c'est vraiment une nécessité qui me pousse à faire ce que je fais là, hein. Je pourrais faire autre chose, je préférerais peut-être faire autre chose, mais il y a une nécessité qui me pousse, un moteur qui me pousse à dire non, tu ne peux pas laisser tomber la société comme ça, la France comme ça en premier lieu, il faut que tu fasses quelque chose. Eh bien c'est ce que je fais, et je vous engage à faire la même chose. Et donc, tracer un espoir, pas n'importe comment, justement, en traçant un espoir, en traçant une perspective. Et il y a des voies, il y a des possibilités, c'est ce que j'essaye de faire, et de tracer au travers de ces émissions et du mouvement une perspective, la 6ème République. Puis, il y a d'autres qui l'ont dit avant moi, refondation ou barbarie. Moi, je vous rappelle l'alternative que donnait Rosa Luxembourg ou Engels, hein, donc des gens qui viennent du marxisme, qui disaient c'est socialisme ou barbarie. Eh bien, le socialisme s'est effondré. Il n'a pas donné les résultats attendus. Donc le chemin inéluctable, c'est la barbarie. Si on ne va pas vers une refondation, on va inéluctablement vers la barbarie. À partir de là, refonder une civilisation, définir une nouvelle civilisation, ça passe par 4 dimensions. La dimension politique, une perspective, la 6ème République c'en est une, mais idéologique également, puisqu'on ne peut pas faire, à ce niveau-là, on ne peut pas faire de politique sans un fond idéologique profond, important. Mais il y a aussi la dimension sentimentale, puisque une civilisation pénètre tous les domaines de la société, et y compris, et je dirais presque même surtout, la dimension justement des relations entre les personnes, individuelles entre les personnes, avec justement l'articulation relations individuelles entre individus et relations dans la société. Mais également, et c'est la base de toute civilisation, ça a été démontré, toute civilisation s'appuie sur une spiritualité. Et donc la spiritualité est également une chose fondamentale qui a été complètement rejetée de notre République et complètement dévalorisée. C'est fondamental. On ne pourra pas refonder quelque chose et créer un nouvel espoir sans s'appuyer sur une dimension spirituelle. Donc, les femmes, à la base de toute civilisation, donc, elles ont un rôle crucial, comme je disais tout à l'heure, puisque elles ont une position particulière vis-à-vis donc de la reproduction, ce que j'appelle interindividu, c'est-à-dire de faire des enfants, hein, donc c'est un individu, deux individus, un homme et une femme qui font des enfants, hein, donc un 3e individu, donc c'est donc entre individus, c'est ce qui fait qu'une civilisation, qu'un monde, que notre espèce se déploie dans le monde. Mais également, et donc la femme a une position très particulière, puisque c'est elle qui porte les enfants, hein, c'est quand même pas rien. Mais également dans le nourrissage, bon, c'est évident par rapport au nourrissage, je dirais, avec les seins ou des choses comme ça, par l'allaitement. Mais c'est vrai tout au long de la vie, puisque les femmes sont très responsables, et ça se constate dans toutes les civilisations, dans toutes les époques, sont très impliquées dans la nourriture, dans le fait de mettre à disposition, justement, si on fait des enfants et qu'on se donne le mal de faire des enfants, c'est pas pour qu'ils meurent 3 mois après qu'on leur a donné la naissance, donc il faut aussi qu'ils se reproduisent au fil du temps, en tant qu'individu, ce que j'appelle la reproduction intra-individu, c'est-à-dire d'un individu en tant que lui-même,
tout au long de sa vie. Et donc le nourrissage, c'est le prolongement, et c'est très important pour nous qui sommes des mammifères, c'est très important justement de nourrir et de nourrir le foyer autour de soi. Donc ça, c'est un rôle très important dont se chargent les femmes, je dirais, de façon, j'ai presque envie de dire instinctive, mais oui, je pense que ça relève, il y a une grande partie qui relève de ça, oui. Autre aspect important, et là on est moins dans l'instinct, on est plus dans le social, mais justement dans l'éducation. L'éducation des enfants, les femmes y prennent une part particulièrement importante, notamment en bas âge, hein, c'est clair. Bon, même si de plus en plus d'hommes participent à l'éducation, je pense qu'il y a une relation et il y a une participation, un engagement féminin qui est, je dirais, quand même sans commune mesure. Et puis, il y a, comme je disais, le suivi de leur progéniture tout au long de la vie. Comme je disais tout à l'heure, on pense, hein, c'est ce que disent les scientifiques en tout cas, c'est que pourquoi est-ce qu'on vit si longtemps, c'est que les grands-mères peuvent s'occuper, et que les femmes vivent aussi plus longtemps que les hommes, c'est que les grands-mères peuvent s'occuper des petits-enfants. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, donc c'est ce que les scientifiques, c'est les conclusions auxquelles ils sont arrivés aujourd'hui. Et elles maternent même envers les hommes, ce qui n'est pas faux, je vois un commentaire, il y a du vrai là-dedans. Alors, donc, en résumé, les femmes ont un rôle crucial dans ce qu'on appelle la vie, tout simplement. Dans la vie, les femmes ont un rôle crucial pour notre espèce et pour les mammifères d'une manière générale, mais pour notre espèce tout particulièrement. Mammifère, hein, ça vient de mamelle, hein, donc c'est pas du tout anodin, quoi. Donc, elles ont un rôle crucial pour la vie. Dès lors, puisque la vie, une civilisation, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps, hein, forcément, qui se construit dans le temps, aucune civilisation ne peut exister sans l'adhésion des femmes à son projet. Il faut que les femmes adhèrent à ce projet, pour une raison, pour une autre, pour un ensemble de raisons ou une autre, mais ça ne peut pas se faire en opposition par rapport à 50% de la population. C'est totalement impossible. Donc il faut qu'il y ait une adhésion des femmes au projet civilisationnel, sinon la civilisation ne peut pas se déployer, ne peut pas exister tout simplement. Donc ça c'est très important. Donc les femmes ont un rôle crucial, puisque c'est elles qui donnent la vie et qui perpétuent la vie. Et par ailleurs, les humains ont besoin, ça c'est vrai pour les hommes et pour les femmes, ils ont besoin de participer justement à un projet qui les dépasse, qui dépasse justement leur propre individu, c'est toute la notion justement de la reproduction inter-individu, entre les générations. Les hommes ont besoin de participer à quelque chose comme ça. C'est la pyramide de Maslow, c'est un des éléments qu'il a ajouté tout en haut, le niveau le plus élevé, qu'il a ajouté dans un deuxième temps à sa pyramide. Tout en haut de la pyramide de Maslow, il y a le fait pour l'homme, pour qu'il s'accomplisse, et pour l'homme et la femme, l'homme au sens général, c'est de participer à un projet qui le dépasse, qui dépasse sa vie, hein, qui participe justement à l'humanité. Et donc, ça c'est très important, c'est une motivation très importante, et eh bien, les hommes ont besoin de ça, et ça participe de ça, le fait que les femmes puissent adhérer à quelque chose qui les dépasse, justement. Eh bien, toute modestie, en toute fausse modestie, voilà ce que propose un P6R. Voilà le projet qu'on vous propose. Je ne vous propose pas de revenir en arrière, de dire on va faire ça, on va donner des coups de règle sur les doigts, etc. et tout va s'arranger. Non. On est dans une situation où ce genre de trucs peuvent être nécessaires, mais peuvent être nécessaires comme solution temporaire pour atteindre un nouvel objectif, pour viser autre chose. On ne reviendra pas dans le passé, on ne remettra pas les instituteurs de la Troisième République, ils ne vont pas revenir comme ça. Non, ce n'est pas possible. Donc, sans espoir, sans un vrai projet civilisationnel, rien ne sera possible. Et nous sombrerons dans la barbarie. Troisième aspect, les apports féminins. Alors, les apports féminins, et c'est nouveau,
hein, comme je disais. C'est-à-dire que dans les civilisations jusqu'ici, bien, il y avait des apports, surtout masculins. Hein. À la base, si on prend la civilisation judéo-chrétienne ou gréco-chrétienne, comme préfèrent dire d'autres, il y a Saint Paul, par exemple, qui est le fondateur, qui est celui qui a créé l'Église catholique, hein, qui a créé, enfin, l'Église catholique, le christianisme, si on peut dire plutôt. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un apport féminin très important à cette nouvelle philosophie. Et cet apport féminin, bah, c'est Simone Veil, hein, qui est placé au cœur. C'est le truc le plus important, la brique la plus importante de un P6R, d'une perspective de la 6ème République. La pierre fondatrice, la plus fondatrice, c'est Simone Veil. C'est une philosophe femme. C'est pas rien. C'est-à-dire que moi, je propose de construire une civilisation, une constitution, sur justement l'apport d'une philosophe, déjà des philosophes femmes, il n'y en a pas beaucoup, mais d'une philosophe, la plus grande philosophe femme que je connaisse, Simone Veil. Donc c'est pas n'importe quoi. Et elle l'a décrit justement dans Les besoins du corps et de l'âme, dans le livre L'enracinement, que je vous encourage vraiment à lire. C'est facile à lire, hein, vraiment, c'est pas difficile à lire, mais c'est d'une puissance absolue. C'est vraiment, vous allez être scotché quand vous lisez ça, mais on n'est pas dans du Jean-Paul Sartre avec des trucs illisibles, hein. C'est un langage parfaitement compréhensible, tout le monde peut comprendre. Mais alors par contre, je vous dis que chaque phrase, il y a du lourd, hein. C'est très puissant. Chaque phrase, c'est très concentré, mais dans un langage tout à fait naturel et accessible à tout le monde. Donc je vous engage vraiment à lire. Et peut-être avant de le lire, si vous voulez, vous pouvez écouter cette émission qui lui était consacrée sur France Culture. Donc là, vous avez le lien, je le mettrai sur le site également, hein, ce lien. Alors, surtout la première partie de l'émission est vraiment intéressante, et là on voit vraiment la puissance et l'importance, et pourquoi est-ce qu'elle a fait ce livre, L'enracinement, etc. Alors, en fait, on comprend qu'elle n'a pas fait le livre, en fait, enfin bon, après c'est toute sa vie, vous verrez. Donc, comme une première introduction, je vous invite à écouter cette émission, elle est très intéressante. Sauf que, il y a évidemment plusieurs interventions exécrables de la journaliste de service, hein, de service pour casser un peu Simone Veil, donc Géraldine Mosna-Savoie, qui fait certaines interventions exécrables et qui essaye justement de dévaloriser et de relativiser et d'écraser un petit peu et de dévaloriser l'œuvre de Simone Veil. Heureusement, il y a la philosophe qui est là et qui travaille sur Simone Veil, qui est là pour la défendre. Mais ça sera aussi l'occasion, surtout dans la deuxième partie de l'émission, si vous écoutez cette émission, justement de bien voir ce que c'est que France Culture, et qu'en fait, c'est vraiment... il y a France Inter qui est déjà à un niveau de propagande, mais France Culture, voilà, ils sont à un niveau supérieur encore de propagande, et là, on le mesure clairement dans ces interventions exécrables, dans la deuxième partie au moins, de Géraldine Mosna-Savoie. Alors, quels sont ces apports? Quels sont ces apports, justement, de Simone Veil? Eh bien, ce qu'elle propose, c'est juste de dépasser les droits de l'homme issus de 1789. C'est-à-dire de dépasser la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui est la base de la Constitution de la Ve République et de toutes les républiques françaises, de toutes les républiques françaises, mais également de beaucoup de républiques dans le monde. Donc, ce qu'elle dit juste, c'est le cœur du logiciel, là, il est vicié, il y a un problème dedans, eh bien, il faut dépasser ces droits de l'homme. Et par justement la notion d'obligation qui est expliquée dans cette vidéo, hein, notamment. Et donc, ça veut dire dépasser l'œuvre philosophique de Jean-Jacques Rousseau et de tous les penseurs du XVIIIe siècle, de dépasser la philosophie des Lumières. C'est juste ça qu'elle propose. Vous voyez que on n'est pas dans le léger, là, hein, on est vraiment dans le lourd. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur la Déclaration des droits de l'homme, qu'il faut revenir à ça, etc. Non, il faut la dépasser. On a montré qu'il fallait la dépasser. Simone Veil a été la première à le montrer. Mais il y en a d'autres qui ont travaillé, Maslow notamment, hein, mais McNiff également, ont montré récemment, ce sont des auteurs beaucoup plus récents, hein, du XXe siècle tous, ont démontré justement que c'était insuffisant et qu'il fallait aller au-delà justement pour créer une nouvelle constitution, puisque c'était la tâche qui était confiée à Simone Veil. Donc ce sont des nouveaux principes,
de nouveaux fondements constitutionnels qui sont là. Donc là, on change le préambule, on change vraiment le cœur du logiciel. Voyez, il ne s'agit pas d'un petit rafistolage. Donc c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Donc c'est dans la politique, mais c'est dans la politique au sens le plus profond et le plus important du mot politique. Et ce que j'appelle créer des nouvelles lumières, puisque Simone Veil et Michel Clouscar, qui est mon deuxième philosophe préféré, ont posé les premières briques, mais bien évident qu'il y a d'autres philosophes qui doivent s'engager là-dedans, et d'autres femmes, bien entendu, doivent s'engager là-dedans, justement, et montrer l'apport qu'elles peuvent faire, monter sur les épaules de ces géants et de ces géantes, pour, justement, développer toute cette pensée et lui donner corps et chair. Et tout cela, c'est à une femme qu'on le doit, à Simone Veil. Donc c'est pas rien. Hein, c'est nouveau, et c'est en ça que c'est nouveau. Parce qu'avant, comme je dis, il y a Saint-Paul, on pourrait parler aussi de Chrétien de Troyes, si on veut parler de la légende du roi Arthur, qui fonde un peu aussi le régime féodal, ou de Jean-Jacques Rousseau, avec son contrat social qui fonde 1789 et toute la philosophie des droits de l'homme. Eh bien, même s'il y a des femmes qui ont participé aussi dans la Révolution de 1789, elles ont joué un rôle, mais secondaire, hein, c'est clair, c'est pas un jugement de valeur de dire ça, c'est juste une réalité. Eh bien là, c'est pas une place secondaire, c'est juste la première place qui est occupée par une femme. Voilà. Alors, et les autres dimensions. Donc là, c'était la dimension évidemment idéologique. La dimension politique, bien dans les dimensions politiques, c'est ce que propose une perspective, la 6ème République. Vous avez compris que c'était une constitution, donc c'est une nouvelle constitution, justement basée sur les besoins du corps et de l'âme tels qu'exprimés par Simone Veil. Amendée, enrichie, voilà, et notamment avec l'introduction du travail. Et pour arriver à cela, l'idée, c'est pour ça que je dis c'est un projet civilisationnel, mais c'est aussi quelque chose de très concret et de faisable, puisque l'idée, c'est juste, pour y arriver, très pragmatiquement, pas se raconter d'histoire démocratique, machin, etc., on peut y arriver assez facilement en France, puisqu'il suffit d'élire un président dont ce sera le seul mandat de mettre en place cette 6ème République. C'est pas facile, mais c'est faisable. C'est complètement faisable d'élire un président qui soit hors système et qui soit, justement, engagé avec comme seul mandat de mettre en place cette 6ème République basée sur cette nouvelle constitution. Donc on est vraiment dans le domaine du réalisable, du faisable. Il faut, mais une mobilisation des femmes en premier lieu, je dirais, et de toute la population pour y arriver, mais ce n'est pas insurmontable. C'est dans le domaine du possible, on n'est pas dans le domaine du rêve absolu. Il faut se mobiliser, ça c'est certain. Ça ne se fera pas tout seul, mais c'est faisable. Dans d'autres pays, je rappelle, il y a eu des élections, justement, de gens qui étaient hors système complet. Zelensky en Ukraine, ou le mouvement 5 étoiles en Italie, par exemple. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est pas délirant du tout. Ça peut se faire. C'est pas facile, c'est difficile, ça nécessite une mobilisation très importante, mais c'est faisable. Alors, élire un président, mais évidemment, ou une présidente. Pourquoi pas? Qui mieux peut-être qu'une femme, justement, serait placée pour faire ce rebond civilisationnel et créer un phénomène d'entraînement autour de ça? Eh bien oui, pourquoi pas? Banco. Alors, les autres dimensions, donc ça c'était la dimension politique, pour laquelle il n'y a pas beaucoup de surprises, puisqu'on est dans le prolongement de l'idéologique. Mais dans le domaine spirituel, Simone Veil était également quelqu'un pour qui la spiritualité était importante. Elle définit d'ailleurs ce qu'était le sacré. Le sacré, c'est le bien. Et le bien, c'est ce qui dans l'homme est impersonnel. C'est-à-dire qui n'est pas à lui, mais qui est transcendant à tous les hommes, à toutes les personnes. Et donc, on retombe sur... donc faire le bien à quelqu'un d'autre, c'est faire quelque chose qui est commun à tous les hommes.
voyez, c'est ça la notion de sacré chez Simone Weil, c'est ça. Et donc on retombe justement sur les besoins du corps et de l'âme, mais je pense que c'est vrai, puisque si c'est transcendant à l'homme, donc c'est fais pas aux autres ce qu'on voudrait pas que tu te fasses, mais c'est plutôt dans l'autre sens, c'est de dire fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est ça, et c'est ça le bien, et c'est pour elle ce qu'il y a de plus sacré. La définition du sacré, c'est ça, c'est justement ce qui est transcendant, horizontal par rapport à tous les individus. Et c'est la définition même des besoins du corps et de l'âme. Donc c'est un humanisme profond. C'est-à-dire que cette civilisation, si elle se crée, si on arrive à la faire démarrer, hein, eh bien, elle aura l'homme, l'humanité, dans un monde qui se déshumanise, puisque la barbarie, c'est la déshumanisation totale. Hein. Un autre exemple de la déshumanisation, c'est le transhumanisme, par exemple. Eh bien, on est en opposition complète par rapport à ça. Le cœur, c'est justement l'humanité, c'est justement l'humanisme. Et puis, c'est une autre chose également dans le domaine spirituel, c'est la réconciliation de ce que j'appelle, donc là c'est Michel Clouscar qui nous amène ça, qui lui aussi était sensible, malgré que ça soit un marxiste, à la spiritualité, par la réconciliation de la reproduction intergénérationnelle, donc entre individus, hein, dont je parlais tout à l'heure, et la reproduction au quotidien, le manger par exemple. On se reproduit au jour le jour en mangeant. Ce qui fait qu'on se projette dans le temps. Et cette reproduction au quotidien par le processus social justement de production, par le travail. Et donc, c'est réconcilier ce qui est intergénérationnel et le quotidien. Nous allons le voir. Donc ça, l'idée de Michel Clouscar, c'est de créer une spiritualité justement qui réconcilie ces deux reproductions qui peuvent être disjointes et qu'on voit qui a été disjointe justement. Et la nature, mettre la nature, l'univers, comme étant la première de toutes choses. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans une dimension spirituelle. C'est la nature, par définition, c'est justement ce qui nous entoure, ce qu'on est, notre émanation, et c'est la première de toutes choses, et donc le mettre comme point fondamental. Alors, pour aller un petit peu plus loin, s'il y a un modèle de l'univers, là, je vais juste donner un petit vernis parce que c'est un peu complexe. Il y a un modèle de l'univers, mais s'il y a un modèle de l'univers, ça veut dire qu'il est forcément en dehors de l'univers. S'il y a un plan de l'univers, ça veut dire que ce plan est forcément en dehors de l'univers, pour simplifier un peu. Eh bien, c'est une nouvelle métaphysique, c'est la métaphysique que je propose, et quelque part, ce modèle de l'univers, moi, c'est ce que j'appelle la notion d'esprit saint. Mais comme il est en dehors de l'univers, c'est la chose qui s'approche le plus hein, dans ce qu'on connaît, c'est cette notion d'esprit saint. Elle est à jamais impénétrable, puisqu'elle est en dehors, et elle est inconnaissable totalement. Donc, on peut se dire qu'elle existe très certainement, mais tout en sachant qu'on ne pourra jamais l'atteindre. Alors, pour aller plus loin, parce que là j'ai fait vraiment qu'effleurer le sujet, et vraiment je vous invite à regarder cette émission du 5 août, justement, qui est également un peu longue, mais justement qui donne tout le développement, quel contour, quel devrait être le contour de cette nouvelle spiritualité. C'est les mercredis de l'espoir du 5 août, une émission un peu longue, mais vraiment que je vous engage à regarder si c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a vraiment beaucoup d'éléments, et toute la base est posée en définitive. Et les d'autres dimensions, dans le prolongement d'Épicure, donc je dirais, donc, le bien est tout ce qui concourt aux sensations positives, c'est-à-dire au vivant. C'est comme ça que je le traduis. Et le mal, c'est ce qui porte atteinte au vivant et que l'on capte par nos sensations, nos émotions, si on perçoit des sensations ou des émotions négatives. A contrario, le bien, on le ressent par des sensations positives et des sentiments et des émotions positives.
et l'amour. Et on arrive à la quatrième dimension, la dimension sentimentale. L'amour est la médiation du bien, justement. Donc cette dimension sentimentale, il faut bien être conscient qu'un nouvel espoir ne peut pas exister pleinement s'il n'y a pas un mythe fondateur, un mythe à imiter duquel s'inspirer. Ça peut être Tristan et Iseult dans certains cas, y a d'autres mythes comme ça fondateurs qui sont à la base d'un nouveau courant civilisationnel. Un mythe, c'est un projet social. Par exemple, le film Emmanuel, qui est sorti en 1994, c'est un modèle transgressif. C'est la transcription de ce mythe transgressif dans un film. Et c'est ce qui donne justement un projet, un mythe à imiter, duquel s'inspirer. Et on est toujours aujourd'hui dans ce mythe fondateur d'Emmanuel, qui a été un succès, 50 millions de visions dans le monde entier à l'époque. Et c'est ce modèle transgressif et délétère qui rend tout le monde malheureux aujourd'hui du point de vue sentimental, qui fait que les gens n'arrivent plus à trouver leur équilibre sentimentalement. Et là, les femmes ont justement un rôle très important à jouer, parce que dans la sentimentalité, elles ont un rôle prescripteur. C'est elles, c'est vous, mesdames, qui allez déterminer ce qui est bon, ce qui est bien, ce vers quoi vous voulez aller ou pas. Vous devez reprendre ce rôle prescripteur, c'est à vous de le saisir. Voilà, justement, aussi, le projet que je vous propose. C'est pour ça que j'ai fait cette émission aussi, vous les femmes, parce que vous êtes le moteur de la prescription dans ce domaine, en partie, notamment dans ce domaine. En d'autres termes, comme aurait dit le poète, la femme est l'avenir de l'homme. Voilà. C'est exactement ça. Alors, l'idée, c'est un peu comme il y a une nouvelle spiritualité, il y a une nouvelle sentimentalité qui lui correspond. L'idée, c'est d'avoir un système un peu, justement, une civilisation, des choses qui s'imbriquent et qui soient harmonieux et qui permettent justement de se projeter dans l'avenir. Donc, la définition d'une nouvelle spiritualité. Et donc, comme je disais tout à l'heure, et pour relier un petit peu les différents éléments, la médiation positive entre le travail, donc ce qui va permettre la reproduction, tant entre générations qu'au jour le jour. Donc la médiation positive entre le travail et les besoins du corps, c'est l'amour. Je vais en donner un exemple. Vous avez un besoin du corps. Eh bien, vous avez faim, vous devez manger. Eh bien, vous faites une soupe, par exemple. Donc c'est un travail. Ce travail, vous avez la tendresse, par tendresse, vous faites ce travail pour dire, cette soupe, je vais la partager avec d'autres, et vous allez donner. Et donc, celui qui reçoit, donc le besoin du corps que l'on trouve à droite, là, eh bien, il ressent de l'affection en ayant cette nourriture qui lui a été donnée au travers de l'amour. Donc ce travail, c'est par l'amour que le travail se transmet, que le résultat du travail, donc que le travail aussi, se transmet de façon positive à une autre personne. A contrario, la médiation négative entre le travail et un besoin du corps, c'est le viol, c'est l'aliénation. Donc là, la flèche va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a un besoin du corps, et la personne qui a ce besoin du corps, par la rudesse, va violer, va affliger la personne qui a travaillé en la dessaisissant ou en dévalorisant le résultat de son travail. C'est ce qu'on appelle cracher dans la soupe, par exemple. C'est très exactement ça. Vous avez fait la soupe dont je parlais tout à l'heure, mais l'autre, moi, ça ne m'intéresse pas ta soupe, je préfère bouffer un McDo en plastique, et va rejeter ta soupe que tu as fait avec amour, le travail que tu as fait avec tendresse,
Et donc, par rudesse, tu vas rejeter ou tu vas prendre quelque chose, t'approprier quelque chose qui n'était pas prévu pour ça, ou pas au même moment, etc. Donc, on va violer, on va aliéner en fait le travail de l'autre et l'autre personne en la violant, en prenant, en la dépossédant de ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, tout cela, quand on a compris cela, ça c'est le résultat de ce qu'on appelle, et ça a été valorisé, c'est valorisé de plus en plus, depuis mai 68, par les transgressions du libéralisme libertaire. Les Cohn-Bendit et compagnie. Je le cite souvent, mais c'est tellement l'archétype. Mais on est dans cette modalité-là. Et on le voit bien aujourd'hui, toutes les conséquences. C'est ça qui conduit à la barbarie aussi, de façon très, très, très évidente. Et bien pour sortir de ça, il faut une nouvelle alliance. Ce que j'appelle la nouvelle alliance, c'est pour sortir de ce cercle vicieux dans lequel nous sommes là, et pour revenir vers une médiation positive, de plus en plus, nous avons besoin d'une nouvelle alliance. Alors, j'ai essayé de tracer quels pourraient être les contours de cette nouvelle alliance. Eh bien, plutôt qu'un mariage, le mariage, c'est l'alliance traditionnelle, donc le mariage est par définition à durée indéterminée, et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est plus faisable dans une société où les gens vivent vieux et vivent ensemble vieux. Et donc, moi, je propose plutôt un engagement, quelque chose comme un bail, à durée limitée. Alors ça peut sembler un peu bizarre comme ça, mais vous allez voir que ça a beaucoup de vertus en définitive. Parce que les femmes ont tout à gagner à un bail formel. Donc ça veut dire quoi un bail formel? Ça veut dire que la sortie, elle est prévue. Quand vous allez dans un appartement, vous faites un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie, et c'est prévu dès le départ. Vous n'avez pas à passer devant des avocats, de faire un divorce, de faire tout un tas de trucs d'intervention extérieure. Là, vous avez un bail, vous avez une sortie prévue, la sortie est prévue dès le départ. Et donc, je dirais, dans ce bail, les femmes ont tout à y gagner, justement, parce que c'est un bail formel. Et ça sécurise l'amour de manière réaliste. C'est-à-dire qu'il y a un côté idéaliste dans le mariage à durée indéterminée. Vous croyez vraiment que c'est réaliste de se dire je vais passer tout le restant de ma vie avec la même personne? Bon, à 20 ans, jusqu'à... on voit bien que dans la réalité, ça n'existe pas, ça n'arrive pas. Et même dans le passé, ça n'arrivait pas vraiment. Donc, ça sécurise l'amour. Donc, on peut s'engager dans un amour, justement, de façon réaliste, parce qu'on sait qu'il y a une borne. Et après, rien n'empêche de renouveler le bail jusqu'au moment où on n'est plus d'accord. Mais la sortie, elle est prévue dès le départ. Et donc, ça a un gros avantage, c'est que ça permet justement la procréation. Comme ça crée de la sécurité dans la société, eh bien, ça permet de fonder une civilisation. Or que là, aujourd'hui, on est dans un n'importe quoi, où est-ce qu'on fait à gauche, à droite, à gauche, donc des enfants qui sont déstabilisés, des adultes qui sont eux-mêmes déstabilisés, qui doivent s'organiser pour des gardes, des machins, des échanges. On n'est pas dans une relation fonctionnelle, je dirais. On est dans du bricolage permanent. Et c'est quelque chose qui est diffusé dans nos sociétés de façon considérable. Bien, avec cette idée justement de bail à durée limitée et d'engagement avec sortie prévue, clause de sortie prévue, tous les problèmes sont résolus à l'avance. On peut imaginer même des bails types, etc., etc. Et donc, ça permet de fonder une civilisation. Parce qu'une civilisation, comme on l'a dit, c'est la base, c'est la vie, c'est la procréation, c'est justement que la vie se déploie, se développe. Eh bien, ça permet de fonder une civilisation. Que la société telle qu'elle est aujourd'hui, désorganisée, anarchique au possible, elle ne peut pas créer une civilisation. On voit bien, c'est bien pour ça qu'une des raisons pour lesquelles la civilisation judéo-chrétienne est en train de mourir, dans son stade actuel. Un autre avantage de ça, c'est que du coup, la fidélité devient quelque chose de très important, puisque vous êtes sur un bail, quelque chose à durée déterminée. La tromperie devient un
interdit très fort, or que c'était déjà normalement un interdit, mais on voit bien que l'adultère a même été enlevé, je crois, des critères de divorce. Eh bien, des critères, des fautes, hein, je ne connais pas les termes juridiques exacts, des fautes qui pouvaient donner droit à divorce. Là, au contraire, la tromperie devient un interdit fort, puisque vous vous êtes engagé, vous avez pris un engagement. Hein. L'idée, c'est de s'engager vis-à-vis de l'autre personne et vis-à-vis du reste de la société, à justement être avec cette personne pour cette durée, certes, mais pendant cette durée, vous n'avez l'exclusivité et la fidélité est quelque chose qui devient effectivement très important. Donc la tromperie devient un interdit fort avec justement donc l'engagement jusqu'au prochain terme de la relation et donc des sanctions très fortes en cas justement de tromperie. À ce moment-là, sinon on ne s'engage pas. Et donc, autre avantage, c'est que ça réaffirme l'amour périodiquement. Et ça, réaffirmer l'amour périodiquement, c'est, eh bien, ça oblige les deux personnes à justement être toujours dans l'attention, puisque on sait que le bail, s'il dure 3 ans, ben, au bout des 3 ans, si on veut que la relation continue, eh bien, il faut faire des efforts, il faut faire des gestes d'amour et faire perdurer l'amour. Et si l'amour tombe, comme on dit, l'amour dure 3 ans, l'amour dure 7 ans, ou des choses comme ça, eh bien, si l'amour tombe, eh bien, tombera à cette échéance et ce sera terminé. Donc on est vraiment dans une réaffirmation périodique de l'amour, alors que là, l'amour, il est censé être acquis à une durée indéterminée, donc ad vitam aeternam. Et donc ça, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et a contrario, donc ça c'est dans l'aspect positif, mais dans l'aspect négatif, ça défavorise également tout ce qui est dégradation de la relation. Parce que si vous dégradez la relation, bien, il est certain que vous n'allez pas avoir un renouvellement du bail la prochaine fois. Parce que la personne, si elle ne fait rien, le bail prend fin. Donc, s'installer dans la routine ou dans la maltraitance devient quelque chose qui prend une sanction simplement en ne faisant rien. La sanction, elle tombe. Alors que dans les autres cas, il faut que la personne, elle aille au commissariat, etc., qu'elle provoque le divorce, qu'elle fasse une démarche. Là, non. Le contrat, à telle date, il prendra fin. Vous voyez, ça change complètement la relation, et donc ça défavorise la dégradation de la relation et la maltraitance. Donc ça, je pense que c'est aussi un des aspects positifs de cette nouvelle alliance. Voilà. Donc pour aller plus loin, voilà, c'est pareil, là c'est vraiment un aperçu de ce que je pense, et je vais vous le dire dans le résumé. Donc pour aller plus loin et pour justement montrer comment j'en arrive là et tout ce qui est développé, donc je vous invite à visionner les mercredis de l'espoir du 10 juin, justement où je parle de la nécessité d'un nouveau mythe fondateur. En résumé, les femmes sont les premières victimes des barbaries. Ça, c'est très important, et ça, c'est une motivation que vous devez avoir pour, justement, faire bouger, faire changer les choses. Mais elles sont aussi en première ligne pour refonder une civilisation. Donc ça peut être, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, je dirais, quoi. Enfin, il y a une perspective. Et qui plus est, on a des principes constitutionnels qui sont fondés sur des apports philosophiques d'une femme philosophe, Simone Veil, qui est la brique fondatrice, la pierre sur laquelle je propose de tout fonder. Les 4 dimensions, la nouvelle alliance dont je viens de parler, qui se base justement sur des besoins des personnes, et j'ai besoin de gens et de personnes justement pour approfondir, et notamment moi sur les dimensions politiques et philosophiques, je dirais que je suis ça va, mais sur les autres dimensions, spirituelles ou sentimentales, je suis moins armé, et donc moi j'ai besoin que des gens viennent, contribuent à ce travail. Moi j'ai essayé d'en tracer les grandes lignes, mais peut-être que je me trompe aussi dans les lignes que je pose. Donc il y a des apports, il y a vraiment, il faut approfondir, et je pense qu'il y a des femmes peuvent prendre vraiment toute leur place là-dedans et avoir vraiment une contribution importante et fondamentale, parce que là on est vraiment au début du processus, là 2022 c'est une chose, mais c'est quelque part, vous comprenez bien que ce n'est qu'une étape, ce n'est que la première étape,
et sur le plan politique uniquement. Et on voit bien qu'il y a d'autres dimensions. Donc vraiment, j'appelle à contribution, à venir travailler, à venir renforcer un PCCR et créer ce nouvel espoir. Alors, la prochaine fois, bon, ben voilà, on va voir, vous voyez la liste, bon, je sais pas, peut-être je parlerai d'émergence, parce que je pense que on va pouvoir vraiment le diffuser de façon plus large, et donc communiquer de façon plus large à partir de la semaine prochaine, j'espère, puisque là, le logiciel est quasiment terminé, et donc on va pouvoir vraiment avoir une diffusion plus importante. Peut-être on consacrera une émission au manifeste émergence, que je vous encourage justement à commander et à lire. Le mot de la fin, reprenons espoir. Hein. Un rassemblement, comme on essaye de le faire, c'est une campagne, c'est une bataille. Nous sommes là dans une guerre, quelque part, hein, pour réussir à ce qu'un président soit élu pour mettre en place la 6ème République, ou une présidente. Il faut deux choses. Il faut un thème, donc on l'a, on a notre champ de bataille, et nous choisissons notre champ de bataille, c'est la Constitution, c'est la 6ème République. Donc ça, on l'a. Et il faut une direction, parce que on voit bien tous les mouvements, moi je vois bien tous les mouvements sur Internet, etc., ça part dans tous les sens, etc. Il faut une direction, il faut une tête, il faut un chef, il faut des dirigeants qui sont à la manœuvre, il faut des généraux. Si vous n'avez pas des généraux qui mènent les batailles et sur le champ de bataille, mais vous êtes sûr de perdre. Eh bien voilà ce dont nous avons besoin. Et voilà le rassemblement, voilà la démarche que je propose. Voilà. Donc l'idée c'est de réussir. Nous n'avons pas le choix. Si on rate, si on ne réussit pas, la barbarie s'installe là. Voilà. Et croyez-moi, là elle va commencer, elle est déjà en marche, mais là elle va vraiment s'approfondir de façon considérable. Voilà, donc chronique des barbaries vendredi, donc à 18h30. Je vous dis, rejoignez l'initiative. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site. Et puis évidemment, commander Émergence. Vous pouvez le faire, hein, vous avez vu comment on peut le faire. Vous pouvez le lire, même en version électronique, sur le site. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous dire juste au revoir. À la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette émission, comme j'ai eu du plaisir à la monter, et que vous en parlerez également autour de vous. Mesdames, mobilisation. Au revoir.